Je vais enregistrer. Mais je m'entends moi-même. Oui, justement, parce que je t'avais mis... Ça, c'est le microphone avec lequel tu parles. Il est puissant. Oui, oui, oui. Parce que j'entends d'ici là. Oui. On fait des tests techniques. D'accord. On vous attend alors. Oui, vous nous dites quand vous êtes prêts? Oui, pour moi, c'est bon, je pense. Il me faut vérifier. Bon, il faut. Normalement. Je vérifie si tout le monde est là. Allez-y, Et faites j'ai ça. juste un petit mot d'accueil pour vous remercier. Et puis les enfants, les élèves vont se lancer par vous poser des questions. Oui, avant les questions, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on fait ici. D'accord? OK. Génial. Bien, donc, Adel, c'est bon, je peux commencer. Je voudrais juste savoir si. The computer, you can just put it on the table there so to see the public. But you will hear them in here. You're actually recording the Zoom. This is the microphone. It's so powerful. And can I hear them? With this. Very good. So we can cut the loudspeaker later. Okay. I will not hear them. You'll be able to hear them already. How do Yeah, these things are really horrible. different materials? If you want, I have a normal headphone. It's a little bit big. Yeah, I prefer Yeah? because these I will lose. I'm sure I will lose this. I give you the other one. We are setting up and we are coming soon. OK, on est prêt. But it's the big one. Huh? Yeah, fine. I have this. Sorry. Yeah, but it's not the right plug. It doesn't fit in the same. Okay, then no. So let's put it on. Can you hear them now? Yes. Yeah. Now you have the microphone already clipped. Yeah. Can you hear me? Yeah, oui, on vous en. Yes, we hear you. We hear you, but- Pardon, on va Une parler. écho. Là, on switch plusieurs langues. Non, je t'entends plus. I can hear Oui, them. but the microphone you should put a little bit higher. Okay. Maybe here. Yeah, that's fine. Yes, that's fine. Okay. 1, 2, 3. Sound muted. check. Can You're you hear me? No, you're muted. Yeah, but it's not. It's going not to for my me, phone. eh? It's going to my phone. Yeah. Okay. On nous entend. On t'entend, on vous Ouais, entend. Très bien. On se met de quel côté, Ron? Pour l'image? Encore quelques secondes. D'accord. Pour nous, c'est bon, on vous attend. Super. Because I see myself on the side there. Well, I see her. Now Do you see me? start here. So now they should see me. I will change the camera. Now they should see you. Because look, I'm still in the camera of the computer. Est-ce que vous me voyez? Oui, on voit, Mais vous voyez moi maintenant? Parce que je mais on sors. ne voit pas votre visage. Ah voilà. On est en train de faire des setups. Voilà, maintenant c'est bon? Oui, c'est mieux. OK. Tout va bien. C'est mieux comme ça. On peut commencer? Voilà. Ça, c'est idéal comme ça. On vous Très voit bien. très bien. Alors, je vous laisse introduire et puis j'introduis l'endroit où on est et avec qui on est aujourd'hui. D'accord, parfait. Donc, c'est un honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui Madame Paola Catapano, qui est communicatrice scientifique italienne de renom. Après des études en interprétation, elle a obtenu un master en journalisme scientifique en 1997. Elle a rejoint le CERN en 1994 et occupe actuellement le poste de responsable de la production audiovisuelle au sein du groupe de communication. Vous êtes passionné par la science et l'exploration. Vous avez dirigé plusieurs expéditions polaires et vous œuvrez activement à la diffusion des connaissances scientifiques. Et vous êtes également auteur et vous avez publié en 2023 un livre qui relate vos expériences d'aventure scientifique dans les régions polaires. Bon, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience et votre enthousiasme. Votre parcours est une source d'inspiration, en particulier à nos jeunes filles, à qui vous rappelez que tous les rêves sont accessibles avec la passion et la détermination. Bon, bienvenue et grand merci, Madame Catapano.
Merci beaucoup pour cet accueil. Merci pour ces mots qui me font vraiment très plaisir. Surtout si vraiment ça peut servir à encourager les filles à y aller, à aller Oui, aller au bout de leurs rêves parce de que leur rêve, tout à fait. tout est possible. Donc, je me trouve aujourd'hui dans la salle de contrôle des accélérateurs du CERN. Depuis ici, nous contrôlons, mes collègues ici contrôlent tous les faisceaux. À partir du moment où ils commencent à produire des faisceaux de protons ou d'autres noyaux d'atomes, le proton typiquement, c'est le noyau de l'hydrogène. Et donc, c'est l'atome le plus simple. On enlève l'électron avec des électroaimants et on laisse le proton. Et puis, ce proton, il voyage dans 49 kilomètres de machines souterraines et ils font énormément de physique, beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous connaissez certainement le Large Hadron Collider, le grand collisionnaire de hadrons. Ici, je me trouve dans l'enceinte où il y a les contrôles du grand collisionnaire de hadrons. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde là parce qu'on est en shutdown, en période où on n'exploite pas les machines parce qu'en hiver, on profite pour en faire de la maintenance, de l'entretien et de faire toujours des upgrades parce que c'est des machines aux limites de la technologie et donc à chaque fois on met des nouvelles composantes. Et vous voyez ici par exemple dans cet écran que les aimants sont tous rouges. Rouge, ça veut dire qu'ils sont chauds. Parce que quand on fonctionne, il fonctionne à une température qui est la plus froide jamais mesurée dans notre galaxie. C'est moins de 172 Celsius, 1,9 Kelvin, pour fonctionner avec la supraconductivité. Donc maintenant, on est à l'arrêt. Sinon, il y a des autres enceintes tout autour de moi où on fait fonctionner tous les autres accélérateurs. Ils sont tous interconnectés. Donc, on a le début du parcours des protons qu'on peut voir ici dans cette enceinte, où on a ce qu'on appelle le LINAC, l'accélérateur linéaire. Et là, ici, on a le SPS, le Superproton Synchrotron. Et enfin, ici, où on était avant et où je vais encore aller, c'est le LHC. Donc, avec moi, j'ai une petite surprise, un invité surprise pour vous, spécialement, parce qu'ici au CERN, il y a toutes les nationalités qui travaillent ensemble. C'est Georges Strad. Salut Georges. Georges est un des ingénieurs qui font fonctionner le LHC et qui vient de votre pays. Donc, Oui, le Libanais, Georges. Oui, Enchanté. voilà. Tu Alors, viens ça, de là. exactement. Salut tout le monde, ahlan wa sahlan. Fikum. Voilà. Merci par l'introduction. Je fais juste un Ouais, welcome au Libanais. Vas-y, oui, tu parli ta langue, évidemment. Ma il parla tutte le lingue, parliamo anche italiano, vero Sì, Giorgio? sì. Perché ha studiato a Aussi Roma. italien. C'est Oui, bien. parce qu'il Une des langues il a officielles. étudié à Rome. Oui, langue officielle CERN. Oui, on a beaucoup d'Italiens. En fait, on n'est pas tellement plus nombreux que les autres, mais on est beaucoup plus loud. On fait beaucoup plus de bordel en italien. Tout comme les Libanais aussi. On parle tous à voix haute. On est des Méditerranéens, c'est normal. Exact. Et on a le cœur qui est un grand cœur, on accueille tout le monde. Oui. Donc, juste pour vous expliquer le parcours de Georges, je fais un peu mon travail de journaliste scientifique en direct pour vous. Donc, Georges Strad, que faites-vous ici dans le LHC? Bonjour à tous. Moi, je suis un des ingénieurs en charge de l'opération du LHC. En ce moment, vous êtes, comme Paula avait déjà introduit, vous êtes chez nous. C'est le îlot du LHC, de l'opération du LHC. Comme on vous a dit, d'ici, tous les vaisseaux qui sont en train de tourner dans la machine, pas en ce moment-là, là on est en shutdown, mais d'habitude, ils sont contrôlés, ils sont monitorés seconde par seconde tout au long de l'opération par nous, les ingénieurs en charge, qui assurent que ces vaisseaux ils sont performants. Ils sont en train de collisionner, parce que ici on est dans le seul collisionneur au CERN. Et au monde, d'ailleurs. À cette énergie, oui, on est l'énergie la plus haute au monde. On est en train de collisionner des protons et pour délivrer de la physique. Il y a des grosses expériences. C'est nos clients qui sont en train d'observer les outputs, la production qu'on fait. D'événements de physique, on les appelle événements de physique. En fait, le LHC collisionne 40 000 fois par seconde à 4 endroits autour de cet anneau de 27 km de circonférence. Donc, parce que les particules vont presque à la vitesse de la lumière. Donc, c'est 999,999,99999. À la vitesse de la lumière. À la vitesse, presque, pratiquement, c'est l'endroit le plus rapide au monde ici sur Terre. Donc, il y a ces collisions et vous faites en sorte que ces collisions soient de qualité pour que les expériences puissent comprendre comment notre univers est né, parce que les énergies qu'on reproduit avec ces collisions
et l'énergie de l'univers quand il avait 1 milliardième de seconde après le Big Bang. C'est quelque chose qu'on ne peut pas observer avec les télescopes parce que ça s'est passé trop tôt dans l'âge de l'univers, bien avant que les photons, donc la lumière, soient nés. La lumière est née vers 400 000 ans de l'univers. Donc tout ce qui s'est passé avant, il faut le refaire en laboratoire. Il y a d'autres méthodes, par exemple les ondes gravitationnelles, qui vont nous aider à découvrir ces instants primordiaux de l'univers, mais elles ne sont pas encore arrivées là, mais on y arrivera. Pour l'instant, on est le seul endroit au monde où on peut étudier l'univers à son origine directement dans ces machines. Le voyage dans le temps le plus en arrière qu'on a maintenant disponible pour étudier ces événements. Absolument. Donc voilà, moi je pense qu'on peut donner la parole aux élèves parce que je suis sûre qu'ils ont plein de questions sur le CERN, sur Georges, sur son travail, sur moi. Et en général, tout ce que vous voulez, on est là pour répondre à vos questions. Absolument. D'abord, merci Madame Katapano pour cette très belle introduction. Je voulais commencer par une petite question qui est la suivante, puisque nous sommes ici en l'honneur des femmes scientifiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré à choisir cette carrière scientifique? Donc nous savons que vous avez choisi le journalisme, mais plus précisément, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est transmission d'informations physiques et scientifiques, surtout avec votre expertise au CERN. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix-là? Et également, est-ce que vous aviez un modèle féminin dans votre entourage qui vous a aussi poussé à faire ce choix? Alors, mon parcours n'est pas du tout linéaire. C'est un parcours qui a commencé effectivement avec un intérêt pour la science et il est terminé avec le maximum que je pouvais espérer de tous mes désirs le long de ma vie. J'ai pas mal évolué avec mes ambitions. À 6 ans, je voulais être astronome. J'adorais les étoiles. Et une chose qui me rassurait beaucoup, étant née pas loin de chez vous, je suis née dans les Pouilles, dans un village aussi, une ville de 30 000 habitants dans les Pouilles, donc une ville méditerranéenne, mais surtout à mon époque, la condition de la femme n'était pas tout à fait égalitaire à celle de l'homme. Et donc, la science, je pense, en regardant en arrière, pour moi, c'était une manière de me protéger, en fait, de dire, voilà, là, c'est des vérités, la science me donne des vérités, et les mathématiques, on ne peut pas objecter à ça, et ça me donnait une espèce de force à moi-même pour me protéger de cet environnement qui était un peu difficile, disons, pour une petite fille de 6 ans. Et j'étais franchement très intéressée par tout ce qui était le ciel, les étoiles. Je disais, je voulais devenir astronome. Et il y a une astrophysicienne italienne qui m'a inspirée, elle s'appelle Margherita Hack, elle n'est plus parmi nous, mais c'était une femme très forte de science. Et c'est aussi grâce à elle qu'en fait mon parcours m'a amené là où elle dirigeait son observatoire à Trieste, à l'université de Trieste. Mais à l'université de Trieste, j'avais le choix, quand j'ai fini donc, mon parcours à l'école, j'ai toujours conservé l'intérêt pour la science. À 15 ans, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire que j'avais demandé depuis longtemps un abonnement à Scientific American en anglais parce que j'avais aussi une passion pour les langues étrangères. Je parlais très bien déjà l'anglais et le français à l'âge de 11 ans, par intérêt, parce que dans ma famille, personne ne parlait ces langues. C'était par pur intérêt, mais on avait des amis en fait anglophones. Et puis l'été, à la plage où j'allais, j'avais une petite amie qui était française, avec qui je faisais beaucoup de voile. Et là, j'ai appris avec elle. Donc à 11 ans, j'avais déjà rajouté un autre intérêt, les langues. Donc la science, les langues. Après, j'ai commencé à faire du sport. Je suis même arrivée à un niveau professionnel. J'ai commencé à faire du basket, de la planche à voile et de la voile. Et j'étais en pro en basket. Donc à un moment donné, je me suis dit que je vais faire du journalisme sportif et du sport pro. Après, j'ai eu un accident, j'ai cassé mes genoux. Et donc, ma carrière sportive terminée. Pas à la voile, par contre, mais le basket, oui. Et je me suis dit, je suis bonne dans les langues, je suis l'aînée de 5 enfants, je ne veux pas peser sur ma famille. Je travaillais déjà un peu avec les langues comme interprète. J'ai dit, bon, je vais faire une tentative. L'école interprète de Trieste, c'est une école très sélective. Il y a un examen d'admission très dur. Je vais essayer ça. Si ça ne marche pas, je vais faire l'astrophysique. Mais je voulais faire les langues parce que ça me donnait la possibilité d'être indépendante très rapidement, de m'acheter les planches à voile, les skis, les vélos tout terrain, parce que j'étais une très grande sportive. Donc, à ce moment-là, je me suis inscrite à cet examen, j'ai passé cet examen, et en attendant le résultat, j'ai commencé un peu le parcours de l'astrophysique avec Margherita Hack. Et elle m'a vraiment inspirée. C'était une femme qui était super intelligente, très, très sûre d'elle, très confiante. Elle dirigeait l'Observatoire astronomique de Trieste. Mais puis après, elles m'ont prise à Trieste à l'école interprète, en anglais et en français. Et donc, j'ai dit, bon, je vais faire d'abord ça. Je vais devenir indépendante et après, je ferai la physique. Donc, j'étais interprète simultanée. J'ai terminé très rapidement l'école interprète. Et puis, au bout de 3 ans de ce métier, j'étais ennuyée.
je ne voulais plus faire la simultanée. Et j'ai regardé dans les journaux, je cherchais un autre boulot et j'ai vu que le directeur général du CERN, qui était un certain monsieur Carlo Rubbia, prix Nobel de physique, il était directeur général au CERN et il cherchait une assistante personnelle qui n'avait rien en commun avec mon profil parce que j'étais trop jeune pour le descriptif, mais il y avait les langues. Et donc, je me suis battue pour passer toutes les sélections en Italie pour arriver jusqu'au CERN, être interviewée par lui. Et une fois qu'il m'avait interviewée, c'était un personnage très spécial, un génie, mais aussi un peu fou. Il avait pratiquement viré 17 personnes avant d'en arriver à moi, en 9 mois. Et on a fait l'interview entre moi et lui, et c'était immédiatement le feeling que ça allait marcher, parce que j'étais jeune, parce que j'aimais la physique, j'avais un parcours universitaire, et j'avais beaucoup d'énergie, et c'est ce qu'il fallait pour rester derrière ce personnage. Donc j'étais son assistante pendant 4 ans et demi, et après ces 4 ans et demi, quand il a fini son mandat de directeur général, je me suis inscrite à ce master en journalisme scientifique qui était pour des gens qui travaillaient déjà. Donc je suis retournée à Trieste une semaine par mois, en train de nuit entre Genève et Trieste, pendant une année. Et après, j'ai fait ma thèse de master en journalisme scientifique pendant mon congé maternité. Donc, j'étais bien efficace dans ma vie. Et maintenant, je peux dire qu'à la fin de ma carrière, j'ai réussi à concilier vraiment tout mon potentiel, toutes mes passions, tous les talents que je pouvais cultiver quand j'étais jeune enfant. La science a toujours été là. Après, les langues sont toujours là. Ici, on fait des émissions comme ça avec des étudiants en plusieurs langues. Moi, je peux faire en anglais, en français, en italien, en portugais, en espagnol. Pas en arabe, mais... Pas encore. Pas encore. Pas encore, Paul. Mais aussi, je peux présenter, je peux écrire, je peux aussi, dans mon temps libre, faire des expéditions de citizen science, amener des jeunes comme vous en voyage à la découverte de tous les problèmes environnementaux qui sont là et donner une contribution à la science environnementale aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses que j'ai réussi à faire dans ma vie, y compris avoir un enfant, être mère et former une famille. Tout ça, c'est possible. Surtout pour quelqu'un qui s'ennuie et qui ne regarde pas, s'il fait pas des choses, et qui ne regarde pas trop. Quand on est jeune, on peut quand même se permettre de pousser. Et plus on fait, plus on gagne de l'énergie, plus on est... Ici, l'inspiration, c'est au quotidien. C'est vrai que j'ai commencé par Margherita Hack, mais Carlo Rubbia aussi, mon chef, m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai rencontré beaucoup d'astronautes dans ma vie, dans ma carrière scientifique. On travaille beaucoup avec les agences spatiales européennes, américaines, etc. ici. Et j'ai rencontré des personnages aussi parmi les astronautes qui m'ont inspiré. Et donc, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais ce n'est pas une chance qui te tombe sur la tête si tu ne travailles pas, si tu ne bosses pas à fond. Et il faut surtout croire à ce qu'on veut. Moi, je n'avais pas un horizon très loin. J'avais des étapes, une derrière l'autre. Et à chaque fois que j'en faisais une, je passais à la suivante. C'est ça pour mon parcours. Mais ça dépend aussi du caractère qu'on a. Il y en a qui ont un rêve et qui travaillent pour ça. Il y en a comme moi qui ont plusieurs intérêts et je suis très, très capable de cueillir les opportunités. J'ai appris ça, prendre les opportunités et les exploiter au maximum, montrer et aussi me mettre en jeu tout le temps. C'est vraiment très fascinant ce parcours. Je peux remarquer une certaine polyvalence. Vous êtes doué en sport, en physique, en journalisme. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la science qui fait partie intégrante de votre vie maintenant, la passion pour les sciences, est née chez vous spontanément ou bien il y a eu vraiment un moment clé ou bien un moment charnière dans votre enfance quand, comme vous l'avez dit, vous avez commencé à vous intéresser à l'astrophysique, etc. Alors, si je dois chercher quelque chose qui a déclenché cet intérêt, c'était très, très tôt. Je pense que c'était une comète qui passait quand je devais avoir 4 ans. Et c'est mon premier souvenir, la première chose dont je me souviens, même pas avant le sourire de ma mère. Je me souviens du passage de cette comète et ça m'avait fasciné énormément. Et c'est vrai que même si mes parents n'étaient pas scientifiques, ils avaient un très fort intérêt pour tous ces phénomènes naturels. Et même une fois, on a eu un tremblement de terre chez nous, dans notre région, qui avait été assez destructeur. Mais mon père nous a appris à l'affronter, à y faire face, comme si c'était un phénomène de la nature. Et rationnellement, il a dit, nous sommes dans un bâtiment qui est fait en béton armé.
C'est vrai qu'on est au 6e étage. S'il oscille, ça veut dire qu'il est élastique, donc il ne va pas se détruire. Et s'il se détruit, c'est que tout le monde sera détruit. Donc, n'ayez pas peur, restez à la maison, restez contre les murs. Et on a eu pendant un mois beaucoup de tremblements de terre cette année-là. Donc, la science a toujours été là, mais comme quelque chose soit de fascinant, le passage de la comète, soit de très utile pour rationaliser le monde qu'on avait autour, même des phénomènes comme le tremblement de terre. Il a été vraiment très fort à nous, les 5 enfants, nous dire n'ayez pas peur. Et pendant la nuit, quand on était au lit, s'il y avait une secousse qui arrivait, lui, il disait elle arrive, vous êtes prêts? 3, 2, 1, bang, countdown. Et pour nous, c'était même amusant, ce tremblement de terre. Mais c'est grâce à y faire face rationnellement, à nous expliquer, voilà, c'est un phénomène naturel, ça marche comme ça, la Terre est vivante sous la croûte. Lui, il n'était pas du tout scientifique, mais il y avait quand même cet esprit rationnel et cette passion pour tous les phénomènes naturels pour expliquer. Donc, je pense que c'est ces 2 moments qui m'ont fait après choisir la science pratiquement inconsciemment, parce que j'étais trop jeune pour avoir fait vraiment un choix rationnel. Mais c'était quelque chose que j'avais remarqué, j'avais observé et qui me rassurait en fait. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Maintenant, je vais donner la parole à mes camarades. Et aussi des questions pour Georges. Hein? À la fin, on posera beaucoup de questions à Georges. Profitez pour ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si tu dois travailler, tu nous dis. Hein, si tu Mais il n'est pas une femme, c'est ça le problème. On ne peut pas lui poser des questions sur la journée des femmes scientifiques. Non, mais on a de plus en plus de collègues. Des curiosités sur le travail qu'il fait ici, etc. Mais c'est votre événement. Juste, allez-y. Merci. Donc, j'ai 2 questions moi-même. J'ai 2 questions à vous poser à propos des défis et des obstacles que vous avez dû confronter durant votre parcours en tant que femme dans les sciences. Donc d'abord, avez-vous rencontré des stéréotypes ou certains préjugés en tant que femme dans votre domaine et comment les avez-vous surmontés? Donc, on a beaucoup de chance ici au CERN. Le CERN, c'est un endroit quand même assez unique. Et je dois dire que je ne me suis jamais sentie ni marginalisée ni différente parce qu'ici, la différence, c'est quelque chose qu'on apprécie. On a des défis très grands au niveau scientifique, au niveau aussi administratif, au niveau de communication. Tout est un défi, tout est unprecedented. Tout ce qu'on fait ici, personne ne l'a jamais fait avant. Donc, c'est un grand défi. Et pour y faire face, on doit tout mettre en œuvre. Et c'est là que la diversité est mise en valeur. Et puisque entre femmes ou personnes de nationalité, de religion, de culture, de traditions différentes, on voit que l'approche différente de chacun, c'est ce qui nous fait gagner après le défi, qui nous fait vraiment trouver la solution et qui nous fait aller de l'avant. Donc, j'ai vraiment eu énormément de science. Je crois que c'est un des seuls endroits au monde où il n'y a jamais eu, en tout cas me concernant, ce problème-là. Franchement, il y a jamais eu ce problème-là. C'est l'endroit, mais je suis consciente que c'est une exception. Il ne faut pas se mentir. Et comment dépasser si jamais on se trouve dans ces situations-là en étant sûr de nous, en regardant les gens dans les yeux dans les yeux, en disant moi j'ai autant de valeur que toi et mon opinion, mon approche, ma proposition compte autant que la tienne et ensemble on sera plus fort. Ça, c'est le message qu'il faut donner. Surtout, ne jamais montrer qu'on a peur. Jamais, jamais de la vie. Là encore, c'est une suggestion que mon papa m'avait donnée. Avant d'aller à l'école primaire, j'avais le regard à terre, je ne voulais pas y aller. Et il me disait, est-ce que tu as peur? Je dis, si tu as peur, tu regardes dans les yeux droits de tes instits, de tes profs, et ils auront peur de toi. Et là, quand on est enfant, on croit à son papa. Surtout, moi, j'étais l'aînée, j'adorais mon père. Et j'ai appliqué ça jusqu'à mon interview avec Carlo Rubbia. Je regardais droit dans ses yeux et je crois que c'est ça que ça a marché pour mon interview. C'est jamais trop tard pour l'apprendre, ça. Voilà, c'est juste. Donc, be empowered, be strong, be self-confident, because you are strong. Merci, c'est un très beau message. Une deuxième question est, durant votre processus d'éducation à l'université, est-ce que vous aviez certains professeurs ou mentors qui vous ont encouragé ou au contraire découragé? Et comment cela a-t-il influencé votre parcours? Je dois dire que j'étais très, très bonne élève parce que j'adorais étudier et travailler pour l'école. J'étais vraiment très intéressée, très curieuse et je me contentais jamais
de ce qu'on me disait à l'école. Je l'ai cherché partout, il n'y avait pas Internet, mais j'avais mon bureau déjà au collège rempli de plusieurs livres, plusieurs encyclopédies. En plus, mon père était libraire, donc j'allais dans son magasin chercher d'autres livres, je les empruntais. J'étais hyper curieuse. Et puis, j'étais aussi quelqu'un d'assez gai, heureux et facile. À l'école, quand on est l'aîné de 5 enfants, soit on est comme ça, soit c'est la sélection naturelle de nous. Et donc, j'étais assez aimée par mes profs. Et ils m'ont encouragée, surtout dans les sujets que j'aimais bien. Je ne pense pas avoir eu de difficultés. Peut-être à un moment donné, vers mon bac, j'étais dans une école catholique, donc les bonnes sœurs qui étaient clientes de la librairie. Mon père me disait, on a enfin une chance de quelqu'un qui peut avoir le top des votes à la maturité, mais elle fait trop de basket. Elle est très bien dans les matières qu'elle aime, mais elle ne travaille pas assez dans les autres matières. Et puisque c'était une école privée, on devait passer toutes les matières au bac. Donc, elles m'ont un peu terrorisée en disant « Ah non, toi, tu dois arrêter avec le basket, tu ne peux pas faire les deux. » Et à un moment donné, j'ai eu cet accident du genou qui m'a coincée. Et j'ai pensé, mais c'était les bonnes sœurs qui m'ont fait avoir cet accident. Je pense que c'était le seul moment un peu de difficulté parce que je ne voulais pas quitter le basket. Mais à un moment donné, mon père m'a dit « Tu dois avoir le maximum de notes parce que sinon, tu n'es plus ma fille. » Il m'a vraiment presque menacée. Et donc, là, j'étais obligée. Et après, il m'a dit, demande-moi ce que tu veux, mais quitte le basket pendant ces 3 mois et tu travailles que pour ton bac. Et là, j'ai réfléchi, puisqu'il n'y avait pas de planche à voile encore en Italie. Elles existaient en Californie. J'ai dit à mon père, si tu me achètes une planche à voile, j'arrête le basket. Et puis 2 semaines plus tard, il est arrivé avec une planche à voile sur le toit de sa voiture, me chercher à l'école. Et j'ai dit, mince, et j'ai dit, mais non, tu m'amènes tous les jours à la plage. Et il a dit, d'accord, quand l'école termine, à midi, on va à la plage, c'était à 30 km de chez nous. Il m'amenait tous les jours à la plage et puis bonne il me solution. ramenait et je travaillais. Et j'ai en fait un très bon souvenir à la fin de ça. Après, j'ai repris un peu le basket à Trieste à l'université. J'ai un peu refait la série pro. Je me suis refait mal au genou et donc j'ai dit stop, je vais faire que des sports de navigation, de vélo. C'était forte en basket. J'étais forte, j'étais en national junior et puis à 2. J'ai un peu travaillé au CERN aussi. Il y a une équipe mixte, garçon-fille. Et les points des filles comptent double. Donc, des fois, je jouais juste pour faire les 2 points. Pour faire gagner Plus, l'équipe, après, les collègues. je retournais m'asseoir. Et donc, oui, non, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance aussi avec les profs. Mais c'est que j'ai tellement d'énergie positive qu'ils ne peuvent pas me haïr. Ils ne peuvent pas me viser. Merci. Puis j'ai aidé aussi toute la classe. Non, je n'ai pas eu trop de difficultés, franchement. Merci. Donc, je laisse la parole à mes autres camarades qui auraient des questions aussi. Donc, on a déjà entendu le conseil de Paola, stay confident et avoir une grande confiance en soi. Mais pour vous, Georges, quel est un conseil que vous pouvez nous donner à nous, des élèves qui veulent atteindre votre place dans le futur? Alors, tout ce que Paul a dit, c'est exactement valide. Exactement, c'est un chemin à suivre. Je vous conseille vivement de laisser toutes les portes ouvertes pour toutes les opportunités qui peuvent passer par votre chemin. Moi aussi, à la base, j'étais ingénieur électronique. Après, je suis allé un peu dans la robotique. Après, j'ai fait mon PhD en physique nucléaire. Vous savez, le chemin aussi n'était pas droit. Et en fait, pour travailler là où je suis maintenant, il n'y a pas une figure professionnelle, il n'y a pas un parcours universitaire qui vous porte ici à être assis sur cette chaise. C'est vraiment cultiver les passions tout le long du chemin et être curieux, et être disponible à prendre les défis qui vous passeront sur le chemin, être toujours ambitieux et vraiment viser toujours un peu plus loin de ce que vous pensez personnellement que vous pouvez atteindre. Exactement. Être juste ce petit delta de plus, c'est exactement ça. Si vous le cumulez tout le long du parcours, ça fait la différence. C'est exactement ça qui fait la différence. Et je vous invite vraiment à avoir l'esprit ouvert et regarder très bien autour. Il ne faut pas vous focaliser vraiment dans une seule direction dans la vie. Ça, c'est mon conseil. Merci beaucoup. Donc, Paola, vous êtes une femme avec de nombreux exploits scientifiques surtout. Donc, est-ce que vous avez un projet bien spécifique qui vous tient vraiment à cœur parmi tous vos exploits? Oui, alors, exploit scientifique, c'est un grand mot parce que je raconte la science, je ne la fais pas. Un projet maintenant, dans cette phase de la vie, oui. En fait, jusqu'à présent, depuis mon master en journalisme scientifique, j'ai fait un peu double carrière. J'ai fait ma carrière principale au CERN,
Puis pendant les vacances, les congés épargne, j'ai amené des scientifiques et des jeunes dans des endroits de la Terre où on voit le changement climatique avec les propres yeux pour le mesurer, pour le communiquer. Et ça, j'ai toujours fait un peu avec le temps, entre guillemets, libre. Ça voulait dire sacrifier le sommeil, sacrifier les week-ends, les vacances, etc. Mais pour des bonnes causes. Et puis, j'aime l'aventure aussi. Maintenant, je vais diminuer le travail au CERN et augmenter cette partie-là. Et j'ai un grand projet qui s'appelle, comme ma première expédition, Polar Quest, c'est polarquest.org, pour la UNESCO Ocean Decade. Donc, on va travailler à 12 bateaux, récolter des données dans tous les océans de la Terre, parce qu'on est tous éparpillés. Mais notre particularité, c'est non seulement de récolter des données qui sont utiles aux océanographes, aux biologistes marins, aux scientifiques de l'environnement, mais aussi les communiquer, les partager avec les citoyens grâce à la citizen science. Donc, c'est un projet qui démarre maintenant, que je prépare, parce que dans 1 an et demi, je vais me mettre un peu en retraite par rapport au CERN, mais ce n'est pas une vraie retraite, c'est une pré-retraite. Je vais continuer à travailler pour écrire l'histoire du CERN, parce qu'elle s'est arrêtée dans les années 80, donc il y a beaucoup de choses encore à dire. Il n'y avait même pas de LEP dans les livres d'histoire du CERN. Et en même temps, je vais vivre sur mon bateau la plupart du temps et coordonner tous ces voiliers qui sont durables, qui ont un very low impact, un impact très très bas sur l'environnement, un coût très bas aussi pour les scientifiques, que ce n'est pas des grosses expéditions avec des navires de guerre ou des bateaux océanographiques qui coûtent par jour la totalité d'un an d'exploitation d'un voilier. Et donc, je vais faire ça pour les 5 prochaines années de la UNESCO Ocean Decade, en commençant déjà cet été, pendant mes vacances, et puis l'année prochaine, je vais prendre du congé du CERN pendant 3-4 ans, comme ça, pour faire ça. Round of applause pour Pavla. C'est vraiment passionnant. Merci. Donc, polarquest.org, vous pouvez aller voir. Je viens de publier le site et tout est expliqué là. Mais je resterai toujours avec mes racines au CERN et autour du CERN. Parce que le CERN m'a beaucoup donné. J'ai beaucoup donné au CERN, mais le CERN m'a beaucoup, beaucoup donné. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà. Je vais donner Merci à toi. je vais Ça, donner c'est la un parole à scoop. mes camarades. C'est un scoop. Je ne l'avais jamais encore déclaré officiellement. Merci. Alors, moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous trouvez que durant votre parcours scolaire ou bien universitaire, il y a une différence entre les filles et les garçons dans un sens où les profs, bien les mentors, encouragent les garçons dans leurs projets ou bien à participer dans les classes, surtout en sciences, plus que les filles? Ça, c'est pour toi. Alors, ça, c'est une des parties où j'ai vécu exactement ce problème que tu es en train de décrire maintenant. J'ai fait mon parcours à Rome en ingénieur électronique. C'est une classe de au moins 110 élèves Universitaire. garçons, exact. Tous garçons. Tous garçons et 4 filles. Mm. Par rapport à ta question, c'est pas durant les études universitaires qu'il y a un peu une distinction entre garçons et filles. C'est la société qui a imposé certaines barrières à l'accès à certains domaines scientifiques. Le fait qu'une fille, une fois qu'elle est dans le cours, fasse le même parcours qu'un garçon, il n'y a aucune distinction, il n'y a pas de différence de comportement par les professeurs ou la formation universitaire qui dépend du genre. C'est vraiment cette disparité qu'au final, on est en train de la vivre dans le monde scientifique au niveau de hiring, de HR, où on ne trouve pas beaucoup de femmes qui sont en train de postuler pour des postes. Ça vient exactement du fait que à l'entrée dans la carrière universitaire, il y a, pour une raison ou l'autre, il y a des parcours qui sont plus préférés au niveau de la société par des garçons plus que des filles. Mais une fois que vous êtes dans le système, ce n'est pas le système qui est en train de faire des discriminations. C'est vraiment comme des barrières culturelles qui sont en train de tomber. En fait, le CERN joue un grand rôle maintenant au niveau de divulgation scientifique. On est en train d'aller dans les universités, dans les écoles, même de l'âge des plus petits, pour les montrer qu'il n'y a pas de barrière pour vous, c'est que des barrières sociologiques. Il faut juste croire en soi-même et avoir toutes les portes ouvertes pour vous également pour n'importe quel domaine. Ça s'appelle unconscious bias. Exactement. Donc, c'est, disons, une bias inconscient
qui est là dans la société, qui est ancré dans notre société dès le plus jeune âge des enfants. Mais il y a de moins en moins et on fait des actions spécifiques pour essayer de surmonter ces barrières au départ. Mais au niveau des universités, il n'y en a pas. C'est Oui. dans la famille, dans la société que ça peut encore être. D'accord. Et vous trouvez qu'il y a peut-être un progrès ou bien une augmentation dans le nombre d'élèves ou bien d'étudiantes qui sont intéressés par la science? Par exemple, au cours des années, est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de scientifiques et de stagiaires femmes qu'avant? Absolument. Il ne faut même pas y penser que ça comme un processus très long. Déjà, le CERN, il a fait un très gros progrès. Ils ont fait des programmes dédiés pour pouvoir rééquilibrer cette situation. Et on voit même sur une très courte durée de 2-3 ans, on est capable de voir une courbe très clairement, nettement qui augmente. C'est vraiment le message à un terrain très fertile dans la société. Et tout est en train de changer et sûrement on est à des numéros beaucoup plus encourageants qu'il y avait même il y a 5 ans. Oui, moi je pense en Italie, et ça se voit très bien dans les facultés de physique et ingénierie, maintenant c'est 50-50. Je vous dis, moi, 50% il y a filles, 8 ans, 50% garçons. Il y a 8 ans, on était 4%. Ouais. Ça veut dire, c'est absurde. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, parfait. C'était une question adressée à vous les deux. En fait, en mathématiques, souvent, les théorèmes, ils portent des noms d'hommes. On entend souvent parler de Newton, de Pythagore, de Galilée ou bien de Pascal. Je voulais savoir, selon vous, pourquoi l'histoire, elle ne met pas assez en avant les femmes en sciences. Déjà qu'il y en a eu de femmes en sciences depuis toujours, depuis Hypatia, l'ancienne Grèce, à Ada Lovelace, sans laquelle on n'aurait pas les ordinateurs. Il y en a eu, c'est vrai qu'elles sont moins connues dans les livres scolaires à cause de ce problème culturel dont on parlait tout à l'heure, de l'unconscious bias, et aussi parce que à l'époque où ces femmes ont vécu, déjà, il y en avait très peu qui arrivaient à avoir une éducation parce qu'il fallait vraiment avoir un parent très, très supportive et une fille qui soit très, très, très motivée pour aller dans les sciences. Sinon, les filles, elles n'étaient pas éduquées, elles devaient rester à la maison. C'était un partage des tâches très strict. Et donc, les peu qui ont pu le faire, c'est des exceptions. Et donc, on n'en parle pas, mais aussi parce que même leurs profs, les hommes, ils faisaient partie de cette culture, de cette époque-là. Et ils avaient ce bias, comme quoi le rôle de la femme n'appartenait pas à ce monde-là. Mais ça, c'est le passé. Et d'ailleurs, on découvre de plus en plus de ces figures féminines du passé qui ont fait des miracles. Dans tous les, je dis, de l'ancienne Grèce jusqu'au XXe siècle, il y a toujours des figures féminines. Ils n'ont pas eu toujours la féminines. justice pour être reconnus, mais ils ont joué des rôles fondamentaux dans l'évolution. Malgré le fait qu'elles n'avaient pas d'accès à l'éducation. Bon, malheureusement, il y a des pays encore aujourd'hui où les femmes n'ont pas accès à l'éducation. C'est quelque chose qui reste encore. Le développement n'est pas au même rythme partout, géographiquement dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui est étudié et qu'il faut, il faut lutter contre. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Ok, donc c'est une question adressée à vous deux. On vient tout au long du meeting de discuter un peu du progrès qu'ont pu atteindre les femmes durant les dernières années. Vous venez de dire qu'en Italie, c'est à peu près 55 ans. Mais c'est vrai que dans d'autres régions, par exemple en Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit d'avoir accès à l'éducation supérieure. Est-ce que vous pensez que le progrès va se passer rapidement dans le futur? Comment est-ce que vous imaginez l'avenir des femmes dans le monde scientifique? Honnêtement, il n'y a rien qui va se passer tout seul. Vous m'entendez? Parce qu'on a eu un peu de problème de communication. Je crois que tout le monde doit se sentir inclus dans cette lutte. Il faut vraiment la définir comme une lutte. Rien ne va progresser, évoluer tout seul. Vous êtes tous acteurs dans les problématiques que vous êtes en train d'exposer. Chacun a un rôle. Et sûrement, il y a des pays qui ont eu plus d'avantages parce qu'il y a un niveau de conscience sociologique, peut-être même politique, qui a pu un peu abattre les barrières qui sont en train de définir ce bias.
Et il y a d'autres, c'est des gens comme nous et comme vous. Vous avez aussi ce rôle-là pour être les acteurs et les actrices de ce progrès qui doit se faire. C'est-à-dire, il faut très bien pointer le doigt vers la problématique, la reconnaître. C'est pas un truc caché. Il ne faut pas avoir peur de définir là où il y a un problème, mais vous avez un rôle important aussi pour le combattre. Oui, je suis absolument d'accord. Au CERN, on a un programme qui s'appelle 25 by 25, qui a démarré il y a 5 ans. Et c'est en 2025, le 20% des personnes qu'on emploie doivent être dans les professions scientifiques et techniques, doivent être des filles. Et on y arrive cette année presque, on y est presque. Mais il a fallu faire un effort conscient aussi au niveau de la publicité pour le recrutement, au niveau de la diffusion des vacancy notices, au niveau aussi de l'exemple, de montrer, par exemple, nous, quand on fait des reportages ou quand on met des témoignages de filles dans les médias ou dans notre Science Gateway, dans le centre d'accueil pour les visites qu'on a, on essaie de mettre en avant la diversité, donc en particulier le genre féminin, mais tous les genres et toutes les cultures et toutes les traditions. Pour nous, c'est une question aussi de diversité en général. Ça fait partie de cette... On a un diversity office. Et je pense qu'aussi dans toutes les universités, il y a un diversity office. Et c'est clair qu'il ne faut pas baisser les bras. Comme dit Georges, le problème n'est pas encore résolu. Mais tous ensemble, on va y arriver avec l'exemple. Moi, je pense que les jeunes générations n'ont pas ce bias. Ils sont absolument... Moi, j'ai des enfants qui ont des amis, des copains qui sont dans les sciences et tout. Il n'y a absolument pas ce bias. Ils ne sont pas nés avec ça. Ils sont nés déjà dans les années 90, je pense votre génération aussi. En tout cas, ici, il n'y a pas ce bias dans ces nouvelles générations. C'est les anciennes générations qui l'ont toujours. Mais si on continue avec cette action, c'est vrai que ce n'est pas la même chose dans tous les pays, mais il faut continuer avec cette action consciente. Et tout le monde doit être porteur et ambassadeur de cette action et on va y arriver bientôt. Et j'ai une question pour vous deux. Vas-y. Oui. Y a-t-il des initiatives spécifiques que vous avez prises pour encourager d'autres femmes dans les sciences à entrer dans les sciences? Oui, alors nous, au niveau communication, on a toutes les années, on célèbre la journée des filles et des femmes de la science en envoyant des filles qui travaillent au CERN dans les écoles primaires des 2 régions franco-suisses qui sont autour de Genève. Et on essaye aussi de cloner cette action avec tous les instituts scientifiques au CERN. On a plus d'une centaine d'instituts scientifiques dans le monde qui collaborent avec nous. C'est une centaine de nationalités en fait. Donc, et on a des réseaux de communication internationaux. On se voit 4 ou 5 fois par an. Et on essaye de partager ce qu'on fait, nous, au CERN, et de donner ces instruments aux autres instituts de physique dans les autres pays du monde. Donc, on essaie d'avoir pendant toute une semaine une action de filles qui vont dans les écoles. On a une autre action internationale qui s'appelle Django Girls, et c'est apprendre les filles à coder, à faire du coding. Mais déjà au niveau de l'âge le plus bas. Et après, consciemment, dans toute la communication, on met en avant la diversité, donc y compris les femmes et les filles dans la science, que ce soit la photo d'un catalogue, une exposition, un interview, un film entier, une exposition entière, on essaye toujours de mettre les filles en avant. Ça, au niveau de la communication. J'ai déjà mentionné l'initiative 25 by 25, qui est une initiative au niveau des ressources humaines du CERN. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, on a aussi, par exemple, le programme de stagiaires, que chaque semaine, on reçoit des élèves de 14, 15 ans qui viennent ici pour faire un shadowing pour une semaine. Très souvent, c'est des filles qui sont très intéressées aux travaux scientifiques qu'on fait. On est tous d'accord sur que c'est des actions qu'on est en train de faire au plus jeune âge au début. Parce que c'est à cette racine-là qu'il faut enlever le problème, qu'il faut éradiquer le problème. Et... Mais au niveau des jeunes générations, franchement, autour de moi, je pense que le problème, il y a... C'est juste qu'il faut, eux, qu'ils relèvent le défi vers la génération qui est un peu plus avancée. En général, pour la diversité, ils sont tous très ouverts. Absolument. Y a-t-il encore des questions? Quelqu'un voudrait encore poser une question de... Bon, je pense que ça y est. Voilà, donc nous voulons vous remercier
sincèrement pour votre intervention. Elle a été très, très enrichissante et très motivante, je pense, pour la majorité, pour moi aussi. Moi, à la base, je suis aussi physicienne et donc j'encourage les filles de sciences et j'encourage les filles à aller dans le domaine scientifique. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et nous voudrions savoir si vous pouvez nous envoyer la vidéo enregistrée pour que Bien nous sûr. puissions la poster sur nos réseaux sociaux. Donc, Oui. voilà, merci beaucoup, Georges, aussi, pour votre intervention. Ça nous a fait beaucoup de plaisir de savoir qu'il y a encore des Libanais qui travaillent à CERN. Ça nous a... Merci à vous. Merci à vous. Il est le premier d'une génération. Allez. Exact. Là, maintenant, je pense que le fil va continuer. Je compte sur les garçons les jeunes hommes qui sont parmi nous, Cher Belle l'épaule, à continuer prendre la relève plus tard. Oui, J'espère. absolument, les prochains. absolument. Il y a plein de programmes. Regardez le site. Il y a des Summer Student Programs. Vous pouvez participer quand vous êtes à l'université déjà, dans le level bachelor. Et donc, merci à vous pour cette opportunité. Ça nous fait toujours plaisir de partager notre expérience, surtout avec des jeunes et surtout dans des pays qui n'ont pas autant de chance que les autres. Merci Bon, grand merci. et bon courage pour tout. Bon courage. Et j'espère à très bientôt aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci à vous. Bientôt, Au revoir. merci. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Merci.